Camus de Nostradamus. C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Donc là, comme invité, nous avons Ousmane Badara. Hein. Comment va Ousmane? Salam alaikum à tous les frères dans le monde entier et à tout le ghetto français, tous mes frères de peine, Afrique, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, les Comores, Guyane, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les aborigènes d'Australie, la Nouvelle-Calédonie. Et là où il y a un noir qui respire, je te salue. Que la paix soit avec toi. C'est ça. ADH, Ouais. comment va? Calme, tu connais. Ah, la semaine, ça a été? Un peu dur, tu connais. Ok. Flex. La santé, c'est le plus important. Ah, c'est ça, hein. Tant qu'on respire, c'est déjà bon. Ok. L'homme qu'on appelle du Bronx. Ouais. Comment va? La semaine, ça a été? On lutte, hein, toujours. Le combat continue, hein, comme on dit. La lutte quotidienne. Donc en tout cas, Ousmane, merci en tout cas pour l'invitation d'être revenu sur l'île. Hein, la route, ça va, ça a été? Ouais, déjà, avant tout d'abord, c'est à moi de vous remercier. De me donner l'opportunité toujours de parler à des frères. C'est important. Hein. Ouais. Donc, c'est toujours un plaisir de venir dans les radios des frères. Et puis, s'il y a moyen d'envoyer des messages, Inch'Allah, c'est tout. Ok. L'île, hein, sinon, t'es déjà venu, hein? Ouais. Revenu. Ouais, si. Non, mais en tout cas, franchement, on peut dire... Est-ce qu'on peut dire quand même dans le rap français, t'as marqué quand même ton histoire, hein? Parce que, faut dire ce qu'il y a, hein. Que ce soit les gens qui sont indépendants, bien ceux qui sont signés, ton nom, tu vois comment, on ressort toujours quoi qu'il arrive. Parce que peut-être au début, quand tu vendais tes CD main à main, on ne te prenait pas trop au sérieux. Mais est-ce qu'on peut dire, au final, le temps t'a donné raison? Ouais, je pense que dans mon département, j'ai formé plein de soldats. Tous les mecs que tu vois en or aujourd'hui, dans mon département, presque je peux te dire que je vais pas dire que ce sont mes élèves, mais ils ont grandi sur mes sons. Ok. Ils le revendiquent tous, du plus grand au plus jeune. Cette génération, nouvelle génération. Tout le monde. Vu que dernièrement, il y a un artiste du 9-3 d'Ayuzi qui a... Tout le monde, pas que lui, tout le monde. Tu vois, Sevran Bodot, Aulnay-sous-Bois, Épinay-sur-Seine, Stain, toutes les villes du 93. Voilà. C'est important. Il n'y a rien qui me comble comme honneur plus que ça. C'est tout, tu vois. Parce que moi, je suis pas né dans le 93. J'ai pas grandi là-bas. Je suis arrivé là-bas, j'avais 20 ans. Mais 93, c'est comme mon deuxième pays, tu vois. Ok. Parfois, ça m'est même plus cher que Dakar 93. Ouais. Dakar, c'est ma... Non, nous, on dit pas DKR. Nous, on dit DK. DK. Ouais, DK. Ouais. Ok. Dakar, c'est ma famille. Ouais. Et ça, c'est ma famille que j'ai pas choisie. Le 93, c'est la famille qui m'a choisi. Ouais. Je sais pas si tu vois. Non, si. Dans toutes les tranchées que tu trouveras dans 93, Inch'Allah, tu trouveras mon ADN là. Ouais. Donc, on dit les gens, ils peuvent comploter, faire des messes basses, dire ce qu'ils veulent. À chaque fois que tu viendras dans mon département, tout, que ce soit les gens qui m'aiment ou qui m'aiment pas, parmi les anciens que je parle, ils savent que mon empreinte, elle bouge pas. Ouais. Non, c'est important, hein, parce que c'est rare, hein, ADH, hein, trouver des artistes authentiques qui ont suivi une ligne de conduite du début jusqu'à la fin. Ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Tu vois. Peut-être aussi Kazé, la rumeur qu'ils avaient. Ouais, tu vois, mais même en vrai, tu vois, Kazé et la rumeur, en fait, tu vois, il y a beaucoup de succès d'estime, tu vois. Et on parlait peu, mais on va parler bien. Alpha 520 et tout, il y a eu des chiffres, tu vois. Il y a eu des chiffres dans le ghetto, il y a eu des chiffres, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, si on continue à en parler, tu vois, c'est parce qu'en vérité, tu vois, ils ont fait un boulot, tu vois, que les gens pensaient que c'était pas possible de faire, tu vois. Donc c'est juste ça, quoi. Merci. Donc, en tout cas, Ousmane Badara, si voilà, t'es venu sur l'île, hein, bon, c'est pas pour parler rap, hein. Non, Hein, c'est pas pour parler rap, hein. Non, je veux dire, le rap, je suis pas venu. voilà.
on connaît ton parcours et tout ça, on t'a entendu, on t'a vu, revu et tout ça. Le but, c'est un peu de faire travailler un peu les consciences de nos frères. Toujours. Donc, le but des débats qu'on va apporter, c'est pas qui a raison, qui a tort. Le plus important, c'est d'avoir une réflexion et à la fin du débat, que tout le monde peut s'enrichir par rapport à ce qu'on a conclu en fait. Hein. Donc en tout cas, c'est ça. Donc avant de partir au débat, donc je vais revenir un peu concernant les actualités. Tu vas me dire un peu ce que tu en penses. Concernant ce qui s'est passé la semaine dernière au concert de Fally Ipupa, artiste congolais avec les combattants, qu'ils ont brûlé la gare de Lyon pour vraiment annuler son concert. Parce que voilà, apparemment voilà, Fally il représente pas assez le Congo, ce qui se passe à l'est du Kivu. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu un peu ces news-là en fait, hein, concernant les combattants? Ils ont raison, ils ont tort? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Même si, bon, toi tu es du côté de l'Afrique de l'Ouest, Dakar, mais quand tu vois de loin, comment tu vois les choses toi un peu? D'un regard... Bon, moi je les comprends, les frères. Hein. Moi ce que je déplore, c'est qu'on brûle des trucs des innocents. Il fallait peut-être brûler le bus à Fally. Il fallait peut-être brûler l'ambassade du Congo. Mais je vois pas, ça sert à quoi de brûler le truc d'un innocent. Mais sinon, moi je suis 100% d'accord avec des actions comme ça parce que on peut pas faire des génocides vraiment sur des peuples parce que là on peut parler vraiment de génocide. Parce que là on a dépassé presque 6 millions. Il y en a qui parlent de 8 millions. Exact. Il y en a même qui parlent jusqu'à 12 millions. D'accord? Quand on arrive à ce genre de chiffres-là, et qu'il y a encore des gens qui pensent à leur intérêt personnel, à leur, entre parenthèses, notoriété, je trouve que là, c'est vraiment là, on a atteint vraiment l'impardonnable. Ah, c'est clair. Hein. Donc là, c'est que là, on a atteint l'impardonnable. Donc le minimum, quand il y a tant de morts, c'est qu'au moins tu t'inclines devant et que tu mets tes intérêts derrière, quoi. Et surtout que... Donc après, moi, je ne suis pas fan de tous ces artistes-là, ils ne m'intéressent pas. Que ce soit Fally, que ce soit même le grand Youssou N'Dour de chez nous, que ce soit Kofi, tout ça. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est de la distraction pour noirs, ça. Tu vois, c'est pas de la musique qui élève les Renois, c'est de la musique qui rabaisse les Renois. Ok. Tu vois, il est temps maintenant, vu le retard que les Renois ils ont accumulé, on n'a pas le droit, nous, à ça maintenant. On doit faire de la musique martiale ou... que des trucs qui nous élèvent. Mais tous ces trucs charnels là, ça sert à rien. Pour moi, personnellement. Ok. Pour moi, ça sert absolument. Ah, c'est ça. Et tu penses que le préfet aurait dû arrêter le concert quand il y a eu tous ces dégâts? Ouais, mais je pense qu'en tout cas, ça va lui servir de leçon. Tu sais, les gens, peut-être ils sont en train d'insulter les frères qui ont fait ça. Mais je suis sûr que la prochaine fois, avant d'organiser un autre concert, ils vont réfléchir au moins 2 ou 3 fois. Ok. Et j'espère que le gars qui dit la Fally, il va réfléchir, qu'il est à la cause de tout ça, et que derrière tout ça, il y a plein de souffrances. Et même des gens comme nous qui n'habitent pas à l'Afrique centrale. Tu vois, quand on voit des Noirs, ils souffrent. Moi qu'un Noir, il souffre en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, un Noir du Congo, c'est pareil. Moi, je parle même pas d'Afrique, moi. Moi, je parle en termes de Noirs. Parce que l'Afrique, ça ne veut rien dire, ça. Parce que dans le concept de nos ancêtres, ça ne voulait rien dire. Autant du royaume du Congo, tu leur dis c'est quoi Afrique, ils ne savent pas ça veut dire quoi Afrique. Ils fonctionnaient en termes de tribus ou en termes de territoire qu'ils gouvernaient. Ah, c'est ça. Ce concept d'Afrique-là, déjà de panafricain, c'est même pas né en Afrique, c'est né aux Caraïbes. Parce qu'ils ont tous la même culture, ils parlent la même langue, ils ont presque la même religion. Donc depuis il y a peut-être 50 ans, 100 ans, on est en train de nous emmerder avec ces histoires d'Afrique, alors que c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'honneur de l'homme noir, il a été pris depuis l'esclavage. À cause de l'esclavage, excuse-moi. Donc tout autre combat aujourd'hui, il est inutile. Ce combat de CFA, ce combat de... Ça vient derrière. Le principal combat que l'homme noir doit aujourd'hui poser, c'est retrouver son honneur. Quiconque veut marcher sur l'honneur de l'homme noir, on doit aller reprendre ce terme. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je vois pas de terme Afrique, carte, machin. Pour moi, tout ça, c'est du cinéma, ça.
Ok. Non, c'est ça. Hein. Donc, deuxième news, une actrice Asia Maïga, en fait, c'est ça, hein, donc elle était, voilà, elle représentait en tout cas les awards. En fait, elle a dénoncé comme quoi dans le cinéma français, il n'y avait pas assez de diversité. Donc, elle a dit ça vraiment au grand public, devant plus de 2000 personnes et tout ça. Et c'est pour savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle a raison ou bien, on va dire, c'est de la pleurniche? Comment tu vois les choses? Bon, après, moi, j'essaie de ne pas tirer sur les Renois, quoi. Parce qu'on est déjà... Ah, c'est pas facile, hein? On est en bas, déjà. On est en bas, tu vois. On est en bas. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut récupérer, c'est du bon, je peux dire. Mais je pense que c'est pas une nouveauté. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut dire que les Noirs, dès qu'un Noir, il monte, son seul objectif, c'est de garder ses intérêts. Donc ils font pas la passe. Très rarement tu verras un footballeur qui va dire la vérité sur ce qui se passe en Afrique, ou sur ce qui se passe sur le peuple noir. Ils attendent qu'on les insulte dans les stades pour venir pleurnicher. Très rarement tu vas voir un artiste noir qui va venir parce que chacun il veut préserver son intérêt. Parce qu'on est un peuple qui n'a pas d'idéal. L'idéal, c'est pas un pays. L'idéal, c'est plus profond que le pays, parce que le pays, c'est matériel. L'idéal, c'est qu'il faut que tu penses aux générations futures. Il faut que tu penses dans 200 ans, dans 300 ans, quel sera l'avenir du peuple. C'est ça ce qu'on appelle un idéal d'un peuple. Oh, c'est ça. Ok. Parce qu'on n'a pas cette vision. Parce qu'on nous a aujourd'hui cantonné à du matériel, et chacun, il veut que préserver ses propres matériels. Donc après, les gens, ils peuvent dire « Ouais, je suis fier d'être Renois, comme ça, machin ». Il faut aller vraiment dans le fond des choses. Beaucoup seront aux abonnés absents. Non, c'est clair. Et dernière news, concernant le réalisateur Ladji, donc il vient de 9-3, Montfermeil. Donc à une époque, t'as revendiqué le 9-3, Clichy, Montfermeil, tout ça, c'était vraiment ta base. Hein. C'est mon frère là, je mets. Donc comment tu vois les choses? Ah ben t'as vu ça c'est un vrai. Ça fait plaisir. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que là déjà il a amené son premier DVD 365 jours à Clichy, il le vendait dans mon stand. Ok. On se posait ensemble, lui et moi. Tu vois? Okay. Là, c'est un passionné. Et regardez bien son parcours depuis le début. Il a toujours été du côté des gens de cité. Sans faire de différence. Renoir, rebeu, tout le temps du côté des opprimés. Depuis 2000, il fait ça. Quand tu regardes, c'est les mecs de Courtrage, mais c'est eux qui ont fait pour ceux de Mafia Quinfree. Ils viennent de loin, ces gens-là. Ils viennent de loin. Ils viennent de loin, ces gens-là. Et aujourd'hui, ça paye. Et tu vois, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Tu vois? Donc j'espère, Inch'Allah, que ça pourra servir de leçon à tous nos petits frères. Moi, maintenant, ce que j'aime pas dans le cinéma chez les Renois, c'est que il y a trop de cités. Maintenant, il faut qu'on fasse des grandes œuvres, genre sur Malcolm, des trucs sur Thomas Sankara. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai vu Malcolm de Spike Lee, c'est ça qui a changé toute ma vision. On a besoin maintenant de faire des films sur Mansa Moussa, tu vas faire, mais avec des vrais acteurs. Pas prendre prendre Denzel Washington ou prendre Samuel Jackson pour faire des films comme ça. S'il faut mettre 500 millions, il faut mettre 500 millions. Mais parce que ça, vous allez voir, ça va fabriquer des générations pour 50 ans. Non, c'est clair. Tu vois? Mais l'éthique des cités, ouais, on nous opprime, c'est vrai, on a fait, c'est bien. Mais j'espère maintenant que l'âge, le prochain, faut qu'il fasse. On prend un grand, vraiment, personnage vraiment de l'histoire du peuple noir, qu'on le mette vraiment, qu'on l'honore à l'écran, quoi. C'est ça aujourd'hui qu'on a besoin. Non, c'est clair. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que les films de policiers, chaque fois... Ouais, c'est bon. C'est bien, mais... C'est bien. C'est bien, mais... Il faut passer à autre chose. Ouais, il faut qu'on passe à autre chose. Ça va, 5 minutes, quoi. Ouais, mais il y a Stomé qui a fait une pièce sur des anciens tirailleurs, je sais pas si tu vas suivre un peu. Apparemment, j'ai entendu la news, mais j'ai pas vraiment suivi en fait. Non, c'est. Pas vraiment suivi. Donc voilà. Donc, Alpha, si tu peux juste un peu t'approcher un peu du micro, ça serait bien. Donc, Alpha, ma question c'est.
C'est Ousmane. J'ai l'habitude. Désolé. C'est Ousmane. Ousmane. C'est Alpha aussi, non? C'est le nom du grand-père aussi. Ok. Bon, ça te dérange pas, ça t'appelle Alpha. Non, non, mais Alpha, c'est bon. nom. Alpha, c'est bon. Donc, voilà, c'est automatique, hein. C'est automatique. C'est mon nom. Ok. Donc, Alpha, donc ma question, c'est ceci. Comment l'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest? Et avant ça, comment vous priez? Quel genre de rituel vous priez avant l'arrivée de l'islam? Et si l'islam, est-ce que ça a commis beaucoup de dégâts? Donc si c'est arrivé vraiment violemment, Ouais. donc comment c'est arrivé l'islam? Et avant ça, qu'est-ce que vous priez? C'était quoi vos rituels? Si vous croyez à plusieurs dieux ou... D'accord. Donc déjà, on va replacer les choses dans leur contexte. Ok. Donc même les Arabes dont on parle là, c'était des polythéistes avant l'islam. Ok. C'est-à-dire, Il y a plusieurs dieux. Ils adoraient plusieurs divinités. Comme les Grecs, Comme et les Grecs, Romains, tout ça. Comme les Grecs. Moi, j'ai des cousins à moi encore qui sont aujourd'hui des animistes, qu'on appelle des Peul Bororo du Niger. Ok. Ils prient encore le soleil. À cette heure-ci. Tu vas dans certains coins du Sénégal qu'on appelle genre le Jolof, quand vous descendez de Touba. Il y a des Peuls encore aujourd'hui qui sont des animistes. Ok. Donc, quand on juge l'islam, faut que tu juges toujours le contenu. Parce qu'on peut avoir une tradition africaine, mais elle vaut rien. Si elle vaut rien, on va pas la garder parce qu'elle vaut rien. Ce qu'on cherche, c'est est-ce que ça avance, ça fait avancer l'humanité ou pas? C'est ça qu'on cherche. D'accord? Moi déjà, la question que je pose aux gens, en général, qui parlent, parce que je sais, en général, c'est toujours les mêmes débats. Nommez-moi un seul roi arabe qui a régné en Afrique de l'Ouest. On n'a pas. Non. Vous n'avez pas? D'accord. Moi, je peux vous dire déjà que 80% des plus grands savants de l'islam sont des noirs. Mais pourquoi aujourd'hui on n'en parle pas? Parce que beaucoup de noirs, ils sont dans le mimétisme. Beaucoup de noirs, ils sont dans le suivisme. Quand les Arabes, ils ont amené l'islam, la première fois que les Arabes, ils ont rentré en Afrique avec l'islam, c'est en l'an 642 en Égypte. D'accord? L'Égypte, c'était sous une colonie byzantine, ça veut dire des Byzantins. Quand ils sont venus là-bas, ils ont trouvé des Berbères. Donc c'était aux alentours de l'an 642. 710, toute cette partie-là, ça veut dire tout le Maghreb là qu'on appelle aujourd'hui, c'était déjà islamisé. Et nous, c'est à partir de là qu'on s'est islamisé. Il y a eu des guerres entre les Arabes et les Berbères. Il y a eu même de l'esclavage entre les Arabes et les Berbères. Il y a eu même du racisme, même quand on a pris l'Espagne. L'une des chutes de l'Andalousie musulmane, c'est le racisme entre les Arabes et les Berbères. Mais il y avait aussi des racismes entre les Arabes du Sud et les Arabes du Nord. On appelle les Arabes du Hijaz et les Arabes du Yémen. Il faut savoir que les Arabes, avant l'islam, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas de civilisation, mais ils n'ont jamais marqué l'histoire. Ok. Ah ouais. Tu peux me donner une civilisation, grande civilisation arabe avant l'islam? Non, il y avait très peu d'écrits. Hein. Non, je te demande, donne-moi une civilisation arabe connue avant l'islam. Non. Les Arabes, ils ont explosé avec l'islam. Il n'y avait personne qui s'appelle Mohamed ou Abdallah en dehors de la péninsule arabique avant l'islam. Ok. Ça, c'est un facteur que les gens, ils ne connaissent pas. Je continue à développer ou tu veux... Non, faut continuer. Non, faut continuer. D'accord? Ok. Les conquêtes dans le Maghreb, ce qu'on appelle le Maghreb, ça s'est fait par la violence. Il y a eu genre des royaumes kharijites. C'est pour cela, à un instant, les Berbères, ils ont préféré appeler les courants islamiques hérétiques que de l'islam orthodoxe. C'est pourquoi il y a eu des chiites au Maghreb et il y a eu des kharijites au Maghreb. Parce que les Arabes qui venaient là-bas, ils faisaient beaucoup de racisme par rapport aux Berbères. Mais les Noirs du Ghana aussi, ou les Noirs de Songhai, quand ils faisaient les grands empires, ils prenaient des Berbères comme des esclaves aussi. Quand on parle du mot esclave, c'est pas en termes de couleur. C'est pas en termes de couleur. Le mot esclave est devenu en termes de couleur à partir de la traite négrière. À partir de la traite négrière. À partir du moment où les Portugais, ils ont commencé, c'est les premiers à avoir fait la traite négrière.
Je veux dire, l'Empire du Mali, ça, c'était des empires très, très puissants. L'Empire Songhai, c'était un empire très, très puissant. Toute l'islamisation de l'Espagne s'est faite avec des Noirs du fleuve Sénégal et des Noirs de là-bas. Je suis désolé, j'avais un grand journal, j'aurais dû l'amener aujourd'hui pour le montrer. Mais c'est une partie de l'histoire de l'Afrique, je ne sais pas comment... Nous, on la connaît. Mais c'est jamais été mis vraiment en avant. Eh bien, normalement, c'est à ça que le cinéma africain il doit servir aujourd'hui. Mettre ces gens-là en avant. Il faut savoir que toute l'Espagne, elle a été musulmane pendant 800 ans. De l'an 711 à l'an 1492. La fin de la Reconquista. Et va savoir le nombre de Noirs. Est-ce que les gens ne savent pas que vers le 15e siècle, 10% de Lisbonne, c'était des Noirs. 10% de Séville, c'était des Noirs. 10% de Barcelone, c'était des Noirs. Mais ce n'est pas des Noirs perdants comme les Noirs d'aujourd'hui. Mais si tu vas au Maroc, eh ben, moi je te garantis, l'histoire du Maroc, tu regardes les plus grands monarques marocains, c'était des Noirs. Ou leur mère, c'était des Noirs. Si tu vois les Abou Youssouf Yacoub El Mansour, si tu vois les Youssouf bin Tashfin, si tu vois les Moulay Ismail, allez voir leur histoire. Ouais, mais même encore aujourd'hui, quand tu te balades dans le Maghreb, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de Noirs encore. C'est nous, on se manque d'irrespect. Hein. Et avant, c'était pas comme ça. Ok. Avant, c'était pas comme ça. Eh bien. Et ben oui. Donc, comment dirais-je. Et les Arabes avant l'islam. Ouais. Donc c'était la même chose, ils croyaient aussi en plusieurs dieux parce que d'après mes recherches, on va dire avant l'islam, comment dirais-je, c'était un peu de barbares apparemment à l'époque. Être une femme, c'était vraiment un déshonneur, ils enterraient leurs filles vivantes et tout ça. Exactement. C'est l'islam qui les a civilisés. Les Arabes avant, c'était un peuple d'illettrés. Ils n'avaient pas de grammaire. On ne peut pas dire qu'ils avaient de grammaire. La grammaire, elle s'est basée sur le Coran, avec un gars qui s'appelle Sibawayh. Je t'ai dit que les Arabes n'ont jamais fait de conquête avant l'islam. C'est déjà l'Afrique qui faisait la conquête. Ça veut dire c'est l'Éthiopie qui faisait la conquête du sud du Yémen. Le nord de l'Arabie, ça appartenait aux Byzantins. Et une partie, ce qu'on appelait les Sassanides. Et une partie, ça appartenait aux Perses, qu'on appelle les Ghassanides. Mais les Arabes ne sont jamais sortis de la péninsule pour aller conquérir d'autres peuples avant l'islam. C'était des tribus bédouines qui se faisaient les guerres entre elles. C'était des gens très insoumis, qui étaient très rebelles. Mais c'est l'islam qui les a fait organiser parce que c'est une autre vision du monde. C'est ça que les gens ne savent pas. Parce que l'islam, c'est une autre vision du monde. Ça fabrique vraiment, ça prend un peuple. C'est comme si vous voyez genre le peuple turc. Il n'a jamais eu une grandeur que quand il a pris l'islam avec l'Empire ottoman. Les Perses, ils ont une grande histoire. Mais regarde, parmi les plus grands linguistes en arabe et dans l'islam, c'est des Perses. Tu vas au Pakistan. Regarde ce que c'est devenu. Regarde l'Indonésie. C'est le plus grand pays musulman. Il n'y a pas un arabe. Plus de 80 à 85% des musulmans ne sont pas arabes. Aujourd'hui, on est en train de... Parce qu'aujourd'hui, on est manipulé. Je ne suis pas en train d'excuser, moi, le comportement de certains musulmans. Mais je veux dire, si on veut juger l'islam, il faut juger le texte. Il faut que tu ailles dans le fond. Et c'est dû à la dimension géographique aussi. Parce qu'on est dans le nord et fortement, enfin il y a une grosse influence, si tu veux, du monde, enfin de l'émigration des Algériens, des Marocains, etc., qui est fortement intégrée. Mais quand tu voyages un petit peu, comme tu le dis, tu vas en Indonésie, ce sont des musulmans pratiquants et ils n'ont pas de peuple arabe là-bas. Donc c'est vrai que c'est vraiment dû au mouvement migratoire. Bien sûr. C'est 15%, 15 à 20% le monde maghrébin. Mais regarde, les Arabes, ils ont vécu avec les Africains pendant des millénaires. Ils n'ont jamais pu prendre la côte est de l'Afrique, qu'avec l'arrivée de l'islam, ils ont pu. Que ce soit les Zanzibar, que ce soit les Kilwa, que ce soit les Pemba, jusqu'au Mozambique.
Ok. D'accord? Après, ça n'excuse pas le comportement de certains. Tu sais, l'église aussi, quand ils ont commencé, quand tu regardes le message de Jésus, c'est un message d'amour, message de solidarité. Mais il faut voir ce que le clergé, il en a fait. C'est tout. Mais à cette époque-là, moi j'ai une question. Tu peux pas juger. Si tu juges quelque chose, tu dis, si tu veux dire qu'une philosophie elle est mauvaise, il faut que tu juges le fond. Faut pas que tu juges le comportement de ce que les gens ils en font. C'est pas parce qu'une Mercedes elle a fait un accident, tu dis que c'est pas le Mercedes qui est mauvais, c'est le chauffeur qui est mauvais. C'est pas la voiture. Mais aujourd'hui, on juge la voiture, quoi. Après moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais, mais Alpha, pour toi, l'arabe de cette époque-là, du 15e siècle, du 13e siècle, du 8e siècle, il est pareil, physiquement, que l'arabe d'aujourd'hui que tu représentes? Non. Mais c'est ça, justement, qu'il faut faire cette distinction-là aussi. Déjà, ces anciens arabes-là, c'était presque des noirs. Mais c'est là où je voulais en venir, justement. Quand tu vas aujourd'hui au sud du Yémen, c'est ça les vrais arabes. Ou au sultanat d'Amman, c'est ça les vrais arabes. Les autres arabes, soit ils sont mélangés avec des Perses, ils sont mélangés avec des Turcs, au temps des Abbassides, ou ils sont mélangés avec des Berbères. Et comme vous le savez tous, les Berbères, ils sont mélangés avec des Romains. Ils ont été mélangés avec des Byzantins. Ils ont été mélangés avec des Grecs, des peuples méditerranéens. Ils ont été avant mélangés avec des Phéniciens. C'est ça qui a fait l'éclaircissement des Arabes. Mais à la base, un vrai Arabe, il est un peu comme toi, ou un tout petit peu plus clair. Ouais, mais c'est ça c'est important de... Va au Bahreïn, tu vas voir c'est quoi un vrai Arabe. Il est comme toi. Parce que ça, c'est des Arabes, ils n'ont pas trop bougé. Non, voilà. Tu vois, donc les mouvements, même en termes de métissage... Déjà, en termes du Maghreb, on ne peut pas parler d'Arabe. On ne peut pas parler d'Arabe au Maghreb. C'est pas des Arabes. Ça, c'est vrai que c'est un amalgame. C'est des Berbères. C'est des Berbères, ils doivent avoir peut-être 10% d'Arabes, maximum. Mais un arabe, il peut pas être clair comme ça. C'est pour ça qu'il faut être clair dans les termes. C'est ça. Mais de toute façon, quand ils regardent les vrais livres des Arabes, quand ils se décrivent, ils se décrivent toujours par Soumr wal Adam. Ça veut dire marron clair ou noir. Et jamais dans le livre des Arabes, ils se décrivent comme des blancs. Quand ils décrivent des blancs, ils parlent des Perses ou ils parlent des Romains, des Byzantins. Mais pour eux, ça c'était une mauvaise couleur. La blancheur, trop pour les Arabes, ça c'était une mauvaise couleur. C'est la couleur de la mort ou la couleur de la maladie. Tu vois, donc ça c'est important, c'est un élément important ça, tu vois, au niveau de la couleur de peau, que la représentation d'aujourd'hui c'est pas la même que maintenant. La représentation d'avant plutôt. Ça c'est important de le dire, quoi. Alex, tu veux réagir? Non mais en fait, c'est des choses en vérité que tu vois, on sait. Mais c'est des choses également qu'on oublie. Et qu'on oublie pourquoi? Parce qu'en fait tout à l'heure en fait il a soulevé un truc important, le truc de la représentation. Aujourd'hui en fait on souffre de cette représentation par rapport en vérité à d'autres peuples, parce qu'en vérité on ne maîtrise pas notre communication et on ne diffuse pas la communication. On est dans une ère dans laquelle en fait on est là, on voit l'outre-Atlantique. L'outre-Atlantique a fait sa légende et sa destinée grâce à Hollywood en fait. Ils ont passé leur temps en vérité à diffuser des films où partout ils se mettaient en mode héros, où partout ils gagnaient. Nous en fait on a grandi en fait avec ces trucs là. Pour toi depuis que t'es tout petit les Américains c'est les plus forts. Dans tous les films les Américains gagnent toujours. Mais dans ta vie en fait ça veut dire pour toi les Américains c'est les meilleurs. Et il a dit un truc qui est super vrai. Sortez-nous en vérité un film où Todd des Renault en vérité à la fin en fait ils gagnent. On commence à peine les voir finir les films. Pendant très très longtemps en fait au bout du premier quart d'heure après on n'avait plus. Tu vois? Et ça, c'est un truc qui est super important, la représentation, tu vois. À partir du moment où, dans la mentalité, en fait, des Renois, ce truc-là, en vérité, va changer, ben, en fait, ça va être le début d'une victoire. Ils ont rien de plus que nous, en fait. C'est juste, en vérité, la mentalité et la vision qui est différente. C'est ça, en fait. Ok. Dis-moi si tu veux intervenir. Ouais. Avant, pour commencer, une petite dédicace de la part de Tunje de Mantes-la Jolie. Vous voulez que je passe la dédicace? Alors moi, Ousmane, j'ai regardé beaucoup tes vidéos, tes lives. Très intéressant, tu abordes beaucoup de sujets. Et surtout de manière différente que d'habitude. Donc j'avais voulu te poser quelques questions là-dessus, pour un peu éclaircir. Alors, dans un premier temps, justement pour prolonger le sujet, tu disais qu'il y avait beaucoup de noirs musulmans qui avaient été égarés
par des traductions de certaines sourates erronées. Donc je voulais savoir d'abord, est-ce que dans l'islam, il y a une exclusivité de la langue arabe? Et est-ce qu'encore aujourd'hui, ça cause encore des barrières de la langue au niveau de la diffusion du message? Donc il faut comprendre déjà que les musulmans, ils sont censés faire une nation. Une nation. Ça veut dire que l'islamité, il prime sur tous les autres facteurs, même sur le facteur familial. Donc j'exprime plus clairement. D'accord. Ça veut dire si demain, moi, ma fille ou mon enfant, il n'est pas musulman, il ne sera pas enterré avec moi. Faut que ce soit clair. Faut pas qu'on soit là en train de faire des moitié-moitié. Aujourd'hui, il y a des musulmans aujourd'hui qui, quand vous les appelez au radio, ils commencent à caresser. Il n'y a pas d'arrangement. C'est un contrat que tu as écrit avec Dieu. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? C'est ça qui est marqué dans le Coran. Si tu n'es pas musulman, tu ne seras pas enterré dans notre cimetière. Est-ce que c'est clair? Il faut que ce soit clair, ça. Parce qu'on est une nation. Une nation doit avoir une langue. Ça ne veut pas dire que c'est la langue arabe. La langue arabe, elle a été gardée pour la conservation du Coran, pour que ce ne soit pas comme les autres livres qui s'altèrent avec le temps. Parce qu'à chaque fois qu'on traduit un livre... Il perd de sa substance. Déjà, la traduction, à chaque fois, tu perds. T'imagines la Bible, déjà, si Jésus parlait en araméen, on n'a même pas la Bible originale qui a été traduite en grec. De grec, ça a été traduit en latin. De latin, ça a été fait en français. Déjà, imagine, chacun, il met déjà sa sauce là-dedans. T'imagines déjà? Ouais, c'est ça, C'est pour cela que tous les musulmans du monde entier, et pas que les Noirs, je tiens bien à l'expliquer, ils récitent le Coran en arabe, qu'ils le comprennent ou pas. Pourquoi? Pour la conservation du Coran. Pour que quand on vient dans n'importe quel endroit, que quiconque veuille introduire une erreur, il y a quelqu'un qui te corrige. Mais cette arabité-là, elle s'arrête là aux prières obligatoires. Mais après ça, chacun il prie dans sa langue, il fait ses invocations dans sa langue. Mais tu peux même faire des invocations à ta maison. Dieu, il n'a pas besoin de langue pour comprendre ce que tu veux. À la limite, même tu peux te taire et Dieu, il sait. Si Dieu, il ne sait pas deviner ce qui est en toi, c'est que ce n'est pas Dieu. Ah, c'est ça, Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. dire. Je te suis. Donc, il faut comprendre que l'arabe, dans le Coran, il est fait dans un sens pour conserver les livres. Parce que ça doit être un témoin de vérité jusqu'à la fin des temps. Et imagine, on va dans une mosquée, en France ici. On le lit, disons, allez, on prend une langue, on le lit en anglais. Il y a un monsieur qui comprend. Un monsieur, il vient d'Indonésie, il ne comprend pas. Un monsieur, il vient de Martinique, il ne comprend pas. On est une nation. Un monsieur, il vient de Zaïre, il ne comprend pas. Il nous faut, dans les lieux de culte, il nous faut une langue commune. Et je te dis, ce n'est obligatoire que dans les 5 prières quotidiennes. Mais le musulman, il prie parfois jusqu'à 20 fois par jour, des prières surrogatoires. Et puis une prière, c'est pas tout le temps de dire Allahu Akbar. Si moi je viens, je te serre la main au nom de Dieu, par amour de l'humanité, même si toi tu n'es pas une musulman, pour Dieu, c'est une prière. Et j'ai pas besoin de le dire en arabe. Je te dis bonjour mon frère. C'est une prière. Je vois, ouais. Et au niveau de la diffusion du message, est-ce que ça crée des barrières ou des freins? Ben non. Par rapport à la communauté que vous appelez la Oumma. Non, déjà, la Oumma, ça c'est un mot en arabe qui veut dire juste communauté. Si ça te gêne, change-le, tu l'appelles communauté. Je t'ai dit qu'il n'y a que le texte coranique. Le texte coranique qui a été conservé depuis l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que celui-là qu'on doit lire en arabe. C'est pour cela toute autre chose. C'est une traduction du Coran, c'est une tentative de traduction. C'est pas du Coran. Tu ne peux pas venir à la mosquée et dire au nom de Dieu, le miséricordieux, machin, Allahu Akbar. C'est pas possible. Mais toi-même, dans ton truc personnel, tu peux le faire. D'accord. Je sais pas si tu... C'est dans un souci de conservation du livre, pour qu'il ne soit pas altéré, pour qu'on n'y introduise pas des erreurs. C'est dans ce sens-là qu'on le fait. D'authenticité aussi. Ouais. Il a dit d'authenticité du livre. Parce que plein de gens, ils pensent le Coran, que c'est le Coran qui est dans les livres. Non, c'est le Coran qui est dans les têtes. Il a toujours été transmis oralement. Les livres, ça sert juste pour les novices ou pour les profanes, pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Mais aucun vrai savant coranique n'a besoin des livres. Non. Il l'a appris oralement, qui a été transmis oralement, et il doit avoir la chaîne de transmission qui remonte jusqu'au XIVe siècle.
Sinon, c'est pas un savant de musulman. D'accord, ça donne vraiment une vraie vision globale de la chose, de la politique. La transmission orale. Et je suis content que tu me poses ce genre de questions, parce qu'il y a plein de gens, ta vie. C'est ça, moi, c'est vraiment pas pour vraiment savoir par curiosité. Camus de Nostradamus.